Tuchel. Vous êtes l'un des journalistes français, l'un des plus renseignés, mais aussi l'un des plus proches des relations entre les présidents africains. Vous avez eu à votre actif à écrire quelques livres, notamment Les Reines d'Afrique, qui parlent des relations qu'entretiennent les premières dames avec leur cour. Mais aussi, vous êtes l'un des spécialistes des relations franco-sénégalaises. Aujourd'hui, nous vous recevons à Kéoulo Info, juste pour évoquer la mémoire de colonel Muammar Kadhafi, qui continue toujours de hanter aussi bien des dirigeants africains que l'un des dirigeants occidentaux, notamment le président Nicolas Sarkozy. La première question qui me vient à l'esprit, que peut-on retenir du legs du colonel Muammar Kadhafi à partir de votre vision, vous, occidentale? Alors c'est un legs extraordinairement ambigu que j'explore assez longuement dans une biographie que je lui ai consacrée à la fin de l'année dernière chez Perrin, grande maison d'édition française. Pourquoi ambigu? Parce qu'aujourd'hui encore, comme vous le suggérez dans votre question, 7 ans après sa mise à mort cruelle et barbare, comment la qualifier autrement, il continue donc post-mortem de fasciner les élites africaines, notamment l'intelligentsia et une grande partie de la jeunesse. Or, ce que je démontre dans le livre, c'est qu'en réalité, sa passion affichée pour l'Afrique était en grande partie instrumentale. C'est-à-dire que lorsqu'on examine sa trajectoire, dans un premier temps, il se veut en quelque sorte le prophète de la Oumma, la communauté des croyants. Il rêve de panarabisme. Il veut marier son pays, il tentera à 14 reprises des fiançailles plus ou moins éphémères avec la Tunisie, avec le Soudan, avec l'Égypte bien sûr, de son maître, de son mentor Gamal Abdel Nasser. Il a cette sorte de frénésie fusionnelle et unioniste, mais qui se dirige plus vers le monde arabo-musulman. Et puis, même s'il s'intéresse à l'Afrique depuis longtemps, on se souvient par exemple de l'engagement libyen dans l'épisode tchadien, ça a été une des épines dans le pied de la France pendant très longtemps, eh bien, cette sorte de frénésie fusionnelle ne trouve pas l'écho qu'il espère. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a tendance à se tourner vers l'Afrique en se disant « Bon, voilà, je vais être maintenant le nouveau messie du panafricanisme ». Donc, il a les moyens de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il dispose des devises de manière quasi illimitée, il va voler au secours de tel budget national, paiement des fonctionnaires, on construit des hôpitaux, des routes, des mosquées, des stades, etc. Et plus d'un chef d'État africain ou ancien président m'a dit, vous savez, Kadhafi, on ne pouvait pas lui dire non. Parce que d'abord, on avait contracté une sorte de dette envers lui, il avait volé à notre secours, aussi parfois par des fournitures d'armement, par exemple. Bien. Et puis deuxièmement, on savait très bien que si on lui résistait, si on le défiait, sa capacité de nuisance et de riposte était infinie. On m'a raconté, je le relate dans l'ouvrage, des épisodes où, à huis clos, dans des sommets de l'OUA, puis de l'Union africaine, il a très clairement pris à partie tel ou tel chef d'État. Exemple, Yoweri Museveni, le président ougandais, en lui disant « Toi, attention, j'ai déjà eu la peau, politiquement, s'entend, de Thabo Mbeki en Afrique du Sud, j'aurai la tienne. » Et pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi des divergences de fond entre un Kadhafi qui prétendait être le patron de l'Union africaine, bien au-delà du mandat d'1 an du président en exercice. Il avait d'ailleurs tenté d'obtenir un prolongement de son bail, d'au moins un exercice. Et puis ceux qui disaient « mais non, on respecte les règles, il n'y a pas de raison ». Donc vous voyez, il y avait ces facteurs de tension, et d'ailleurs on y reviendra peut-être au sujet du Sénégal. À un moment donné, lui et Abdoulaye Wade sont apparus comme étant dans le même camp ceux qui étaient partisans d'une intégration à marche forcée de l'ensemble continental. Peu de présidents africains lui avaient dit non, ou bien sinon, peu de présidents avaient osé carrément lui tourner le dos. Parmi ce peu de présidents, nous avons le nôtre, le président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui a poussé Abdoulaye Wade à affronter de cette manière-là le colonel Muammar Kadhafi au point d'aller jusqu'à Benghazi demander son départ? Alors, il faut un peu rembobiner le film et remonter le fil de l'histoire. Parce que, comme je l'indiquais à l'instant, il y a une période où les deux hommes partageaient une vision relativement commune de l'avenir de l'ensemble panafricain. Ils étaient dans le camp de ceux qui étaient partisans d'une intégration à marche forcée,
soutenu avec une monnaie unique et à terme une armée unique, une banque centrale unie, etc. Bon. Et en face, il y a le camp de ceux qui, au nom du réalisme, invoquaient davantage le scénario d'une intégration graduelle. D'abord des ensembles sous-régionaux, régionaux, puis ensuite, quand on aurait consolidé ce socle, eh bien là, on passerait à fameux concept d'États-Unis d'Afrique. Bon. Alors pourquoi, à un moment donné, leurs chemins divergent? Eh bien, il se trouve que, dans un premier temps, lorsque la crise éclot en Libye, 2010-2011, Abdoulaye Wade fait partie de ceux qui tentent, non pas de jouer les médiateurs, mais qui espèrent en quelque sorte ramener à la raison Mouammar Kadhafi. Et à titre d'exemple, dans l'ouvrage mentionné, dans la biographie de Kadhafi chez Perrin, je dévoile le contenu, le verbatim de l'ultime échange téléphonique entre les deux hommes, alors que Kadhafi est aux abois, il est toujours à Tripoli, et dans cette longue conversation qui fait près de 30 minutes, eh bien, Abdoulaye Wade tente de le convaincre de renoncer au pouvoir, et il se heurte à un Kadhafi qui est muré dans ses obsessions, dans une sorte d'autisme politique, qui revient en disant « mais ce sont des drogués, ils ont des pilules qui les rendent absolument agressifs », et il dépeint la rébellion sous des traits fantasmés. Bon. Et Abdoulaye Wade tente, par la persuasion, vous savez, il y a un partage des tâches, vous avez des côtés, à l'époque où ils étaient côte à côte sur l'intégration africaine, il y avait l'impétueux Kadhafi et Abdoulaye Wade qui aurait volontiers endossé la toge du vieux sage, bon, l'inspirateur. Qu'est-ce qui le poussait Abdoulaye Wade? Alors j'en viens donc à ce virage. On perçoit dans cet échange, à un moment donné, qu'il y a chez Wade une forme d'amertume, en ce sens qu'il dit « mais toi qui prétends avoir tant aidé l'Afrique, je cite de mémoire, mais en tout cas c'est bien l'esprit de l'échange, qu'as-tu donné au Sénégal? Je t'ai soutenu, qu'as-tu apporté chez nous ?» Bon. Et on a là un Kadhafi qui, évidemment, étant fragilisé et souhaitant ne pas s'aliéner l'éventuel soutien d'Abdoulaye Wade, argumente en disant non, mais oui, j'ai essayé de faire des choses, j'ai tenté, mais je peux faire mieux, etc. etc. Et là, on sent l'irritation, quand on examine un peu le texte intégral de cet échange, l'irritation qui monte un peu chez Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, la fin de l'échange est assez glaciale. Bon, il y a les formules de politesse classiques, évidemment, mais on sent bien qu'il n'y aura pas une capacité de l'un à convaincre l'autre. Et d'ailleurs, et on en vient à l'épisode que vous mentionnez dans votre question, c'est-à-dire qu'effectivement, après, Wade bascule dans le camp de ceux qui disent « bon, pour le salut de la Libye, il faut que ce régime tombe ». Et effectivement, il ira à Benghazi, il sera un des premiers à se rendre auprès de la rébellion, pour en quelque sorte, comme la France le fera assez précocement, pour en quelque sorte adouber ce nouveau régime, ce nouvel exécutif issu de la rébellion. Mais vous savez, au fond, si on essaye d'avoir une approche un peu psychologique, on sait très bien que c'est toujours très compliqué d'avoir deux caïmans dans le même marigot. Et par rapport à l'idéal panafricain, je pense que ce sont deux personnalités qui étaient l'une ou l'autre trop fortes, trop totalitaires au sens de la volonté de tout dominer. Je ne parle pas de totalitarisme politique, mais de la volonté d'incarner par sa seule personne et son verbe un idéal panafricain, et que donc forcément la cohabitation entre ces deux individus, elle ne pouvait pas être paisible jusqu'au bout. C'est d'autant plus vrai qu'un des proches du président guinéen m'a dit un jour, pourquoi je ne peux pas être d'accord avec votre président, c'est qu'il a tendance à se mêler à tout et à vouloir dire aux gens comment diriger leur pays. Vincent, j'en viens à cette question qui nous taraude un peu les esprits. Pourquoi parmi tous les présidents africains, seul Wade a accepté de laisser son nom à l'histoire, mais à l'histoire de l'assassinat de Mouammar Kadhafi? Non, je ne pense pas qu'on puisse mêler, comme vous le faites, le nom d'Abdoulaye Wade à la mise à mort de Kadhafi. Abdoulaye Wade a dit, comme je le signalais à l'instant, qu'il était souhaitable que Mouammar Kadhafi quitte le pouvoir. Mais il n'a pas de jouer de rôle opérationnel dans cette hallali finale qui surviendra aux abords de la ville de Sirte,
où Kadhafi avait trouvé refuge. Souvenons-nous que ce qui va être fatal à la colonne qui s'efforce de fuir le siège de la ville de Sirte, puisqu'au fond, le petit noyau qui était resté fidèle au colonel, hein, au créateur de la fameuse Jamaïria, eh bien, il était reclus, coincé entre les forces rebelles qui prenaient Sirte en étau et le bombardement intensif, le matraquage aérien des forces coalisées occidentales. Bon. Donc à ce moment-là, on essaye, en désespoir de cause, de monter un convoi pour fuir, alors fuir vers l'ouest, vers le sud, vers le Fezzan peut-être, mais eh bien, c'est un bombardement franco-britannique et d'abord des avions français qui vont, au fond, disperser le premier convoi et le frapper de nouveau ensuite. Donc je ne pense pas, très franchement, si on reporte un regard dépassionné, un regard d'historien de l'instant, pour reprendre la définition d'Albert Camus par rapport aux journalistes, qu'on puisse incriminer le président Ouad. Il fait partie de ceux qui souhaitaient que Kadhafi s'efface. Mais à ma connaissance, il n'a jamais ni préconisé, ni a fortiori pris part à un scénario d'élimination, de liquidation physique. Vincent, vous en pensez quoi lorsque Abdoulaye Wade dit que Kadhafi était un assassin, Kadhafi formait des rébellions, alors que ce même Kadhafi, quelques années auparavant, Abdoulaye Wade lui avait permis de parader dans les rues de Dakar. Je me souviens l'avoir même accompagné jusqu'à Tombouctou. Est-ce que Abdoulaye Wade pouvait ignorer les vraies qualités du colonel Mohamed Kadhafi au point de l'accompagner partout pour après revenir le dénigrer? Vous savez, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui, même si intérieurement ils éprouvaient une forme d'irritation, voire d'exaspération par rapport à l'impérium kadhafiste qui prétendait encore une fois incarner la destinée du continent, mais qui, encore une fois, pour des raisons de réel politique, eh bien, avait tendance à taire un peu cette irritation. Mais puis, encore une fois, je vous le dis, il y avait une vraie communauté d'opinion entre les deux hommes sur la tournure que devait prendre la marche vers l'unité africaine. Bon, ça c'est une chose. Mais il est évident qu'un Kadhafi tout-puissant inspirait davantage de crainte qu'un Kadhafi fragilisait, un Kadhafi aux abois. Et je dirais que les bouches se sont ouvertes à mesure que l'emprise de Kadhafi sur son pays, donc sur ses obligés continentaux, faiblissait. Donc voilà, et c'est un processus qui, encore une fois, n'est pas propre à la relation entre le Sénégal et la Libye. Je l'ai vu à l'œuvre avec des tas d'autres pays. Et ceux qui avaient osé défier ou publiquement ou dans le cénacle de l'Union africaine, par exemple, le Kadhafi, se comptaient sur les doigts de la main. Hein, donc n'oublions pas que même si on levait les yeux au ciel, mais on soupirait en disant décidément il est imprévisible, il est fantasque, il est colérique, il est impérieux, il est caporaliste avec nous. Encore une fois, la puissance de feu à la fois politique, financière et militaire du personnage, n'oublions pas qu'il avait constitué des arsenaux phénoménaux, et c'est pas un hasard si on a retrouvé tellement d'armes, des armureries libyennes, dans le Sahel par exemple, hein, donc, que ça lui permettait d'exercer une emprise, même si, encore une fois, dans la confidence, on vous disait c'est vraiment pas simple avec lui, parce que vous évoquiez les voyages. Moi, je me suis trouvé plus d'une fois dans un pays africain, quelle que soit l'ère subsaharienne dont il est question, à un moment où vous aviez le voyage de Kadhafi, mais le pays était tétanisé, vitrifié pendant au moins une semaine. Et on avait des convois, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, je l'ai vu dans d'autres pays, au Burkina Faso, etc., des convois avec des centaines de véhicules. Et la vie s'arrêtait. Et vous savez, le problème, et d'ailleurs certains chefs d'État le confiaient, en tout cas sous le sceau de la confidence, c'est que Kadhafi, vous saviez à peu près quand est-ce qu'il arrivait, vous ne saviez jamais quand il repartait. Parce que s'il se plaisait quelque part, il y restait. D'ailleurs, il l'a fait même en France. Bon, il n'y a pas de raison de dire qu'il ne le fasse pas en France s'il le fait en Afrique, bien, puisque son fameux voyage calamiteux de décembre 2007, c'est lui qui est le maître des horloges. Parce qu'il s'y plaît, parce qu'il a envie de voir le Louvre, parce qu'il a envie de faire du bateau-mouche sur la Seine, parce que tout ce que vous voulez, une chasse à Rambouillet, pourquoi pas, une chasse aux faisans, bon. Donc, si vous voulez, ça faisait partie du personnage. On n'était pas dans les normes protocolaires habituelles. Hein. Il était en permanence en dehors
de ces règles-là. Donc voilà, si vous voulez, c'est aussi le prix à payer dans l'esprit de beaucoup de chefs d'État pour qu'ils continuent d'abonder le budget national, pour permettre de payer les fonctionnaires, d'ouvrir ici un hôpital, là un stade, là un pont, donc une rocade routière. Donc c'est un peu comme ça qu'il exerçait cette. Et puis les chefs d'État savaient aussi que le discours anti-impérialiste, si excessif soit-il, avait une certaine audience, avait un certain écho, notamment dans les jeunesses universitaires, etc. Bon, vous savez, c'était assez amusant, premier voyage, je dirais, la tournée initiatique d'Emmanuel Macron en Afrique, elle est passée par le Burkina Faso, et à Ouaga, vous aviez un Macron qui conversait avec des étudiants sous l'amphithéâtre Kadhafi de l'université de Ouaga. Donc il avait semé un peu ce ferment, ce germe révolutionnaire, jamaïrien, qui, comme je le disais tout à l'heure, paradoxalement, des années après sa disparition, continue de nourrir une sorte de nostalgie. J'étais très frappé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, à Abidjan, c'était 5 ans après son décès, il y avait des placards avec des poèmes en français, en anglais, à la gloire et à la mémoire de Kadhafi. Donc on sent qu'il y a encore une sorte de persistance rétinienne dans cette fascination envers Kadhafi, fascination post-mortem, qui encore une fois, et je le démontre dans mon ouvrage, est à mon avis en grande partie outrancière, parce que, je termine là-dessus, mais vous savez, moi il se trouve que j'étais en Libye à un moment particulièrement féroce de pogrom raciste. Dans Tripoli, mais également à Sirte et Benghazi. C'est-à-dire que quand vous discutiez, discrètement bien sûr, dans les arrière-boutiques de la Médina de Tripoli, avec les Guinéens, Sénégalais, Tanzaniens, Burkinabés, Maliens, etc., eh bien, ils vous disaient, c'est pas si facile ici. On a cru à l'Eldorado libyen. Et puis on m'a pris mon passeport et je suis payé 1 mois sur 2 et je vis dans un conteneur, etc., etc. Sans compter de véritables agressions. Je parlais de pogrom, il y a eu des agressions racistes sous le regard complice de la police. Donc c'est un peu compliqué de vouloir apparaître comme le messie de l'Afrique unie et en même temps de couvrir une maltraitance aussi ostensible des Noirs venus travailler en Libye. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, moi je les ai vus au moment de la chute du régime, étaient coincés. Ils ne pouvaient plus rentrer, ils n'avaient plus d'argent, etc. Ils étaient parfois victimes également de racisme, parce qu'on leur reprochait, côté rebelle, d'avoir épaulé le régime, etc. Et vous évoquez Tombouctou, et je termine sur cette anecdote, c'est que, vous savez, on a beaucoup reproché à Amadou Toumani Touré, à Tété, l'ancien président malien, aussi sa complaisance. Moi, j'ai rencontré à Tété quelques semaines avant sa chute. Et le hasard a voulu que ce soit la veille de la mort de Kadhafi. Donc, et je souhaitais justement l'interroger sur cette proximité. Et lui m'a dit, dans l'interview, très clairement, il m'a dit, vous savez, contrairement à certains de mes pairs, de mes homologues africains, je ne vais pas aujourd'hui cracher sur Kadhafi parce qu'il a un genou à terre. Moi, je n'oublie pas qu'il m'a épaulé pour mon agriculture, le développement du tourisme. Il y avait aussi beaucoup d'hôtels, comme on le sait, qui étaient financés par un fonds d'investissement libyen, l'aménagement de tel ou tel canal, etc. Et précisément, lorsque je suis passé à Tombouctou, après la période où la ville a vécu sous le joug des djihadistes, 2012-2013, il se trouve que je suis rentré dans Tombouctou au moment où les forces françaises ont chassé les djihadistes. Donc je suis allé voir le fameux palais, ce qu'on appelait un palais, en fait c'était une résidence, donc qui avait été en partie détruite par l'aviation française parce qu'elle avait servi de base arrière aux djihadistes. Et voilà, cette résidence, Kadhafi y venait, son fils Saïf al-Islam y est venu aussi, et un jour Kadhafi est venu en visite, et c'est lui qui a accueilli ATT dans sa villa de Tombouctou, qui était, disait-il en tout cas, l'un de ses endroits préférés en Afrique subsaharienne. Et voilà, ce sont toutes ces anecdotes qui tissent un peu, cette toile qui est faite à la fois de dépit, d'amertume, de rancœur, et pour certains, je le dis, il faut le reconnaître, de nostalgie
par rapport à l'âge d'or du kadhafisme triomphant. Très bien. Je vous remercie, M. Vincent Huchard. Merci.